j'étais à Montevideo avant, et depuis 4 ans, je suis donc directeur du bureau à La Havane, qui ne couvre que l'île de Cuba. Et on est une équipe de 15 personnes avec un seul journaliste francophone, moi, et le reste de l'équipe cubaine, et j'ai un adjoint aussi qui est latino. L'AFP, comme je vous le disais, donc, travaille en 7 langues. On produit non seulement des textes, effectivement les fameuses dépêches qui sont reprises par les médias francophones initialement, qui n'ont pas les moyens d'avoir des gens partout dans le monde. Et aussi on produit de la vidéo, des photos, on se diversifie un maximum, en produisant aussi des infographies. Maintenant on fait des vidéographies aussi. On produit en 7 langues avec donc un maillage mondial complet et des clients partout dans le monde. C'est un pays dans lequel le journaliste étranger est plus toléré qu'autre chose. En fait, on est là parce qu'ils veulent bien qu'on soit là et ils voudraient bien contrôler un petit peu ce qu'on raconte. Donc c'est un combat quotidien pour essayer de faire notre métier le plus honnêtement possible et conformément à nos critères journalistiques à nous. Et des autorités qui sont très très chatouilleuses sur beaucoup de sujets et qui peuvent de temps à autre nous mettre des bâtons dans les roues. En ce moment même, on est confronté à un cas de figure un petit peu particulier et délicat, puisque j'ai 2 journalistes qui ont été couvrir il y a 3 semaines une conférence de presse d'une dissidente qui s'appelle Rosa Maria Paya. Et 2 jours après la couverture de cet événement-là, je vous passe les détails de l'événement, mais bon, c'est un événement qui méritait une couverture. Les autorités m'ont contacté pour me signifier que les 2 journalistes de l'AFP qui étaient présents à cette conférence de presse n'étaient plus les bienvenus à toutes les conférences de presse officielles, et que leur accréditation, qui doit être renouvelée en ce moment, je l'ai renouvelée hier personnellement, ne leur était pas encore accordée. Voilà. Donc là, vous avez un exemple de ce qui peut se produire dans un pays spécial, avec des autorités particulièrement chatouilleuses, d'autant plus qu'on entre dans une séquence très importante pour le pays, et très délicate, avec le changement de président qui va intervenir le 19 avril. Eh bien, on proteste poliment, on soutient nos journalistes, on affirme que de toute façon c'est une couverture que les personnes intéressées n'ont pas décidé, c'est moi qui l'ai décidé, et pas pour les embêter. Moi je suis pas là ni pour satisfaire ni pour embêter les autorités cubaines, je suis là pour faire mon métier de journaliste et informer les gens au maximum. Donc voilà, ça c'est la première phase de réponse. J'ai envoyé une lettre officielle, voilà, précisant tout ça. Et par ailleurs, on a un petit travail au niveau personnel avec nos interlocuteurs du Centre de la presse internationale, qui est un organisme qui dépend du ministère des Affaires étrangères et qui nous cornaque en fait, qui gère tout ce qui concerne. Si on veut interroger par exemple quelqu'un qui est lié de près ou de loin à l'administration, à un ministère ou aux autorités, on doit passer par eux pour faire une demande d'interview. Et bon, je vous avoue que les accès, on a une demande sur 5 qui est satisfaite à peu près. J'ai eu énormément de chance. Je suis arrivé donc en août 2014, et le temps de m'adapter un petit peu au pays, de voir où j'atterrissais, est tombée la nouvelle du rapprochement avec les États-Unis le 17 décembre 2014. Et là, tout s'est enchaîné. On a eu 2 visites papales, une visite de François Hollande, la visite d'Obama, toutes les réunions dans le cadre du rapprochement. En parallèle, en plus, on avait les pourparlers de paix colombiens entre le gouvernement colombien et les FARC, qui était vraiment un gros travail, parce que tout s'est déroulé ici.
On a eu après des choses plus légères, mais qui ont nécessité une grosse couverture aussi, telles que vous en avez entendu parler, je suis sûr, le concert des Rolling Stones, qui était vraiment historique, le défilé Chanel, qui ont été des moments assez charnières aussi, symboliquement, pour le pays. Et la mort de Fidel Castro. Voilà, beaucoup de travail, beaucoup de choses passionnantes. Et là, je vais terminer. Donc, je termine mon poste cet été. Et voilà, on finit avec le départ de Raúl Castro et la fin voilà, d'une période des frères Castro. Après 60 ans, on va basculer dans une ère nouvelle. D'un point de vue personnel, vivre à Cuba, c'est pas évident. J'ai 2 enfants petits, c'est compliqué de trouver de la nourriture, c'est compliqué voilà, c'est beaucoup plus facile maintenant qu'il y a 4 ans. Mais la vie quotidienne peut être, à certains égards, fatigante. Là, j'ai pas de voiture depuis 2 mois, par exemple. Voilà, j'attends une pièce qui vient de Corée du Sud, qui n'arrive pas. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui rendent la vie pas facile. C'est pas non plus compliqué. Ma vie est beaucoup plus facile que pour les Cubains, parce qu'on a un pouvoir d'achat, parce qu'on est étranger, on a accès à certaines choses auxquelles les Cubains n'ont pas accès. Donc on n'est pas du tout à plaindre par rapport aux autres habitants du pays. La presse papier, voilà, ils mentent pas. Hein. Grandema, c'est écrit sous le titre que c'est l'organe officiel du Parti communiste. Donc voilà. Mais il faut savoir que depuis 4 ans, je trouve qu'il s'améliore. Bon, ça reste toujours de la pure propagande, avec des choix de sujets bien ciblés et des choix rédactionnels pas toujours liés, qui sont davantage liés aux préoccupations du Parti communiste qu'à l'actualité nationale et mondiale, ça c'est sûr. Mais les pages étrangères se sont un petit peu étoffées. Il y a même maintenant les pages sport qui étaient auparavant vraiment focalisées sur le baseball, les sports nationaux et les athlètes nationaux. Maintenant s'intéressent un peu plus à l'étranger. Donc voilà, ça reste des journaux de propagande pure et simple, mais il y a plus d'informations dedans, de plus en plus d'informations dedans. Après, voilà, avec l'essor d'Internet, il y a beaucoup de blogs qui sont apparus, et de journaux en ligne aussi, qui sont très intéressants, et qui ne sont pas forcément des choses extrêmement critiques sur le pays, mais ils ont tendance à compter sans phare la réalité du pays. Et même pour nous, journalistes étrangers, ça peut être très intéressant, parce que parfois on est un peu focalisé sur nos problématiques politiques, diplomatiques, etc. Et on en oublie certains sujets qui peuvent être très passionnants, des sujets sociétaux qui sont beaucoup traités par cette presse-là, qui justement évite un peu les thèmes que nous on aborde beaucoup. Donc c'est une très bonne source d'information et d'alerte pour nous. Inexistant. On se croise, on se connaît de vue, on se salue, mais ils prennent bien soin de prendre leur distance avec nous. Il y a quelques exceptions qui concernent des gens qui ont été en école de journalisme ou à l'université avec certains de mes journalistes. Donc eux, il y a une petite proximité, etc. Mais il est pour eux absolument hors de question d'accepter de venir boire un pot chez moi ou de dîner, ou d'accepter une invitation à déjeuner. La distance est bien gardée, ils n'ont pas envie d'avoir de problème. C'est pas qu'ils manquent d'intérêt pour nous, c'est que vraiment, il y en a même certains avec lesquels je m'entends plutôt bien, le peu que je les vois. Mais ils gardent scrupuleusement leur distance avec nous. C'est dommage, parce que moi j'aimerais bien... voilà, il n'y a pas d'association de la presse à Cuba. Enfin, il y a une association de la presse, mais qui est cubaine, et de la presse d'État cubaine. Les règles sur les associations ici sont très très strictes. Et la presse étrangère, c'est le seul pays, j'ai jamais vu ça ailleurs, c'est le seul pays où il n'y a pas d'association de presse étrangère. On n'a pas l'autorisation pour ça. Voilà, donc pour répondre à votre question, voilà, vraiment très maigre, très maigre.